Salut tout le monde avec une nouvelle vidéo de Nissan Academy. Le cours d'aujourd'hui concerne la physiologie du débit cardiaque. On va entamer le cours par faire une petite définition, connaître les intérêts, savoir les différents facteurs influençant le débit cardiaque et également sa régulation, et enfin on va faire un petit récap avec un exercice de calcul. Premièrement, on commence par la définition. Le débit cardiaque est le volume de sang éjecté par le cœur, plus précisément le ventricule gauche, par unité de temps. L'unité est le litre par minute, on peut également trouver millilitres par minute dans quelques ouvrages. Pour calculer le débit cardiaque, il suffit de multiplier le volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique étant la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Le volume télédiastolique est la quantité de sang dans le ventricule gauche après le remplissage, c'est-à-dire après la diastole. Le volume télésystolique est la quantité de sang restée dans le ventricule gauche après l'éjection, c'est-à-dire après la systole. Donc le débit cardiaque dépend essentiellement de ces deux entités physiologiques, qui sont la fréquence cardiaque en battements par minute et le volume d'éjection systolique en millilitres. Deuxièmement, on a les intérêts. La connaissance du débit cardiaque joue un rôle très important pour déceler les différentes pathologies liées au système cardiovasculaire à travers le diagnostic différentiel. Elle est également utilisée pour mieux prescrire les médicaments dans certaines situations. Troisièmement, on a les facteurs influençant le débit cardiaque. Pour faire la part des choses, il faut connaître qu'il existe deux types de facteurs. Les facteurs qui agissent directement sur le débit cardiaque, qui sont les facteurs intrinsèques, et les facteurs qui agissent indirectement, qui sont les facteurs extrinsèques, sachant qu'il existe de différentes appellations selon les ouvrages. Pour les facteurs intrinsèques, il existe deux catégories. Les facteurs influençant le volume d'éjection systolique et les facteurs influençant la fréquence cardiaque. Pour les facteurs influençant le volume d'éjection systolique, premièrement, on a la précharge. La précharge, c'est une force exercée par le sang sur les parois du ventricule. C'est-à-dire, c'est la pression du sang au sein du ventricule qui va se transformer en énergie potentielle élastique. Cette énergie potentielle élastique va aider le cœur à se contracter. Selon la loi de Starling qui cite que la précharge et la contractilité sont directement proportionnelles. C'est-à-dire, si on augmente la précharge, la contractilité va augmenter et par la suite, le débit cardiaque va augmenter. Deuxièmement, on a la post-charge. C'est la pression exercée par les parois de l'aorte qui va contrarier si on peut dire, l'éjection du du ventricule gauche. Donc par la suite, elle va diminuer le volume d'éjection systolique. Et enfin, on a la contractilité qui est la force de la contraction du ventricule gauche pour éjecter le sang du ventricule gauche vers l'aorte. Elle est influencée par plusieurs facteurs comme le système végétatif et également la précharge. La contractilité est proportionnelle au nombre de cellules cardiaques, c'est-à-dire myocytes activés pendant la systole. Et on a également les facteurs influençant la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est principalement contrôlée par le système nerveux végétatif, qui implique le système sympathique ou bien orthosympathique et le système parasympathique. Le système sympathique étant le système cardio-accélérateur et le système parasympathique c'est le système cardio-décélérateur. Ces deux systèmes agissent en permanence pour ajuster la fréquence cardiaque et également le débit cardiaque. Ces deux derniers facteurs, c'est-à-dire le système sympathique et parasympathique, ont des effets différents sur le muscle cardiaque. Parmi ces différents effets, on a l'effet chronotrope, qui va modifier la fréquence cardiaque, l'effet inotrope qui va modifier la force de la contraction, c'est-à-dire la contractilité, l'effet dromotrope qui va modifier la vitesse de la conduction à travers le muscle cardiaque, et enfin on a l'effet batmotrope qui va modifier le seuil d'excitation du muscle cardiaque. Par exemple, l'effet chronotrope positif va augmenter la fréquence cardiaque. L'effet inotrope négatif va diminuer la force de la contraction. L'effet dromotrope positif va augmenter la vitesse de la conduction. Et enfin, l'effet batmotrope négatif va diminuer le seuil d'excitation du muscle cardiaque. Deuxièmement, on a les facteurs extrinsèques. Il existe plusieurs facteurs, on va citer quelques exemples.
Premièrement, on a la température. Elle agit proportionnellement avec le débit cardiaque. On va donner un exemple. Dans un milieu chaleureux, on va avoir une vasodilatation, c'est-à-dire l'augmentation du calibre des artérioles et des veines. L'augmentation du calibre des veines et des artères va causer un retour veineux plus important, c'est-à-dire augmentation du retour veineux, qui va causer l'augmentation de la précharge, de la contractilité, et enfin l'augmentation du volume d'éjection systolique. Et c'est le contraire dans le froid. Voilà. Deuxièmement, on a la grossesse. Au niveau de la grossesse, on a deux cas de figure. Premièrement, entre le deuxième et sixième mois, on a l'augmentation du débit cardiaque. Ce débit cardiaque va par la suite diminuer pour rejoindre les valeurs normales. Troisièmement, on a l'altitude. Plus qu'on augmente dans l'atmosphère, la fraction d'oxygène pur va diminuer. C'est-à-dire le corps va se retrouver dans une situation d'hypoxie, c'est-à-dire diminution, bien déficit en oxygène. Il va compenser cette déficit par une hyperventilation, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de cycles respiratoires. Il existe une relation très intime entre le cycle respiratoire et le cycle cardiaque. C'est-à-dire une hyperventilation va causer une tachycardie, c'est-à-dire une accélération de la fréquence cardiaque. Et chaque accélération de la fréquence cardiaque va s'accompagner avec une augmentation du débit cardiaque. Quatrièmement, on a l'exercice physique. L'exercice physique augmente la fréquence cardiaque, augmente également la fréquence respiratoire, c'est-à-dire une hyperventilation, l'inotropisme par l'activation du système sympathique, la vénoconstriction qui vont augmenter également le débit cardiaque. On a également la digestion qui va augmenter le débit cardiaque pour supplier les vessels. Et enfin, on a les hormones, comme les hormones thyroïdiennes et les catécholamines, telles que l'adrénaline et la noradrénaline. Et maintenant, on va entamer la régulation. Il faut savoir que la régulation, il se contrôle du système végétatif, c'est-à-dire sympathique et parasympathique. Elle se consomme en modifiant les entités physiologiques déterminantes du débit cardiaque, c'est-à-dire le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Pour la régulation du volume d'éjection systolique, c'est en modifiant les facteurs responsables, qui sont la précharge, la post-charge et la contractilité. Pour la régulation de la fréquence cardiaque, elle se fait par plusieurs facteurs tels que les hormones, surtout les hormones thyroïdiennes, surrénaliennes comme le cortisol, les catécholamines, adrénaline et noradrénaline, et également par les neurotransmetteurs au niveau des synapses, surtout le nœud sinusal. Une nota bene, il existe un intervalle de valeur de la fréquence cardiaque pour laquelle la fraction d'éjection et le volume d'éjection systolique sont optimales. Cet intervalle s'étend entre 60 battements par minute et 170 battements par minute. C'est-à-dire, en dehors de ces deux valeurs limites, le débit cardiaque va être très diminué et est insuffisant pour les besoins du corps. Donc on peut les considérer comme valeurs pathologiques. Au-dessous de 60 battements par minute, c'est une bradycardie. Et au-delà de 170 battements par minute, c'est une tachycardie. Dans ce graphe, on a les variations du débit cardiaque par rapport à la fréquence. On peut constater qu'au-dessous de 60 battements par minute, le débit cardiaque est au-dessous de 4 litres par minute, qui n'est pas suffisant pour le corps. Donc c'est une bradycardie qui n'est pas normale. Donc c'est pathologique. Et on constate la même remarque au-delà de 170 battements par minute. Cela est expliqué par le fait que lorsque la fréquence cardiaque va augmenter, les différentes phases de cycle vont se raccourcir, par rapport au temps, bien sûr, y compris la phase du remplissage. Donc le remplissage ne va pas se faire d'une manière optimale, c'est-à-dire le volume télédiastolique va être bas, la fraction d'éjection va être aussi diminuée, et par la suite, le volume d'éjection systolique va être très bas. Et il ne peut pas être compensé par l'augmentation de la fréquence cardiaque. On va faire un petit récap. Le débit cardiaque est la mesure de la quantité de sang éjectée par le cœur, c'est-à-dire le ventricule gauche, par unité de temps, exprimée en litres par minute ou bien millilitres par minute. Elle est mesurée par une multitude de techniques. Par exemple, on a la mesure par la thermodilution, par le principe de Fick, la mesure par imagerie, et également par l'impédentimétrie transthoracique. Et surtout, ce qu'on doit savoir et ce qu'on doit retenir, c'est la méthode la plus répandue et l'échocardiographie Doppler. Elle est la plus utilisée et la plus répandue.
surtout pour son coût très bas, la rapidité, la fiabilité, et surtout c'est une méthode invasive. Le débit cardiaque est influencé par plusieurs facteurs intrinsèques qui agissent directement et des facteurs extrinsèques qui agissent indirectement. Le débit cardiaque est augmenté ou bien il est élevé par la chaleur, l'altitude, l'effort physique, les catécholamines, les hormones thyroïdiennes, le stress, etc. Il est abaissé par une multitude de facteurs, par exemple le froid, l'hypothyroïdie, les palpitations, les pathologies cardiovasculaires, par exemple la coarctation aortique, qui est le rétrécissement du diamètre de l'aorte, qui va augmenter la post-charge et par la suite la diminution du volume d'éjection systolique et donc la diminution du débit cardiaque. On va terminer par un petit calcul. Pour une fréquence cardiaque de 120 battements par minute, une fraction d'éjection de 60% et un volume télédiastolique de 150 ml pendant l'exercice. La fraction d'éjection, c'est le volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique. Il est proche des 60% environ. Donc on a la proposition A, le volume télésystolique est de 60 ml, le débit cardiaque est de 10,8 litres par minute, le débit cardiaque est pathologique, c'est-à-dire signifie une pathologie. Proposition D, il s'agit d'une tachycardie. Proposition E, le volume d'éjection systolique est de 60 ml. Et enfin, on va terminer avec la correction. Pour la proposition A, le volume d'éjection systolique est égal à 90 ml, il n'est pas 60. Donc la proposition A est fausse. La proposition B est correcte parce que le débit cardiaque est égal à 10,8 litres par minute. La proposition C est fausse parce que le débit cardiaque n'est pas pathologique. Parce que dans cet exemple, on a pendant l'exercice, c'est-à-dire pendant l'effort physique. Pendant l'effort physique, on a dit que le débit cardiaque va s'augmenter d'une manière physiologique. Donc 10,8 est totalement normal. Par exemple, dans les athlètes de haut niveau, le débit cardiaque peut arriver jusqu'à 40 litres par minute et c'est totalement normal. La proposition D est fausse parce qu'il ne s'agit pas d'une tachycardie, parce que la fréquence cardiaque est au-dessous de 170 battements par minute. La proposition E est correcte parce que le volume télésystolique est égal à 60 ml. Merci de votre attention et bon courage.